L'apparition du pouvoir féodal chez les Capétiens. Grand 1, l'arrivée au pouvoir de nombreux seigneurs. Grand A, le seigneur comme nouvel acteur du pouvoir. Avec l'arrivée au pouvoir des Capétiens, la réalité du pouvoir public va passer dans les mains des princes locaux qui usurpent les prérogatives de puissance publique pour asseoir leur domination sur la population. L'unité de domination du territoire n'est désormais plus l'État, mais la seigneurie. L'une des manifestations de ce changement, c'est l'apparition des châteaux comme nouveaux lieux de pouvoir. Le seigneur s'octroie donc de nombreux pouvoirs. Le pouvoir de commandement, le droit de rendre la justice, le droit de lever une armée, ou encore percevoir les impôts. Ces prérogatives sont exercées sans délégation, sans contrôle et sans révocabilité. Le mot seigneurie a un double sens. La seigneurie désigne le territoire, mais aussi le droit d'exercer ses prérogatives sur ce territoire. Grand B, le pouvoir de ban des seigneurs. Le droit de ban est le pouvoir de commander, d'ordonner et d'interdire. Il s'agit de l'ensemble des pouvoirs publics qui sont exercés par le seigneur. Cette prise du pouvoir des seigneurs se traduit dans chaque seigneurie par une double emprise juridique, tout d'abord sur les terres, mais aussi sur les hommes. Suite à l'éclatement territorial et l'avènement des seigneurs, les terres sont passées du côté des seigneurs et leur mode d'exploitation a changé. Elles intègrent un principe de subordination du paysan à son seigneur, c'est le sugissement. Chaque seigneurie a deux types de terres. Tout d'abord la réserve, elle correspond à la partie des terres exploitées directement par le seigneur et dont la totalité de la production lui revient, et les tenures, qui sont des parcelles de terre concédées par le seigneur à des paysans qui les exploitent. La tenure est remise aux paysans dans le cadre d'un mécanisme juridique particulier, la censive. L'autorité juridique du seigneur s'exerce sur l'ensemble des sujets qu'il protège. On dit qu'ils sont in potestate, c'est-à-dire sous la domination du seigneur, ou encore qu'ils sont tempoestés. Le seigneur exerce son pouvoir de ban sur deux types d'hommes, les hommes libres, qui sont des individus certes libres mais qui sont dans la dépendance juridique du seigneur, et les hommes non libres, aussi appelés les serfs, qui d'un point de vue juridique sont des immeubles par destination et qui sont unis au seigneur par un lien réel, par opposition au lien personnel. Ce pouvoir de ban revêt trois formes, le pouvoir militaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir financier. Grand 2, les rapports juridiques entre différents seigneurs. Grand A, les liens féodaux vassaliques. La vassalité est un contrat ancien qui remonte à l'époque carolingienne. Elle résulte d'un contrat par lequel un homme, le vassal, devient le dépendant d'un autre homme, le seigneur. Ce contrat a deux caractéristiques. C'est un contrat formaliste, c'est-à-dire que le respect des formes est indispensable à sa validation, mais c'est aussi un contrat synallagmatique, c'est-à-dire bilatéral qui engendre des obligations pour les deux parties. Au XIe siècle, ce contrat est toujours conclu par deux formes. L'hommage, où le vassal est agenouillé devant le seigneur et joint ses mains dans celles de celui-ci en prononçant certaines paroles. Et enfin le serment qui intervient juste après l'hommage, où le vassal prête un serment de fidélité en prenant Dieu à témoin. Le vassal reçoit parfois la concession d'une terre qui vient récompenser sa fidélité et sa loyauté. Cette terre, c'est le fief. Ce fief est l'ancêtre du bénéfice carolingien qui est concédé par le seigneur à son vassal en échange de services nobles. La cérémonie de l'investiture est un acte formaliste qui matérialise le transfert de la chose concédée. Ainsi, lorsque la terre est concédée au vassal par le seigneur, ce dernier lui remet une motte de terre ou un brin de paille. Si on ne remet pas ces éléments, alors le contrat est nul. Les obligations sont à la charge exclusive du vassal, il doit rendre des services nobles. Il y en a deux types, l'aide, l'auxilium, qui prend deux formes, l'aide militaire ou pécuniaire, et le conseil, consilium, qui consiste pour le vassal à siéger dans la cour du seigneur et à le conseiller. En cas de non-respect, le contrat est rompu et des sanctions sont prévues. Il y a deux hypothèses. Si c'est le vassal qui ne respecte pas ses obligations, le seigneur peut faire prononcer par sa cour la confiscation du fief. Elle peut être temporaire, et elle sera appelée alors la saisine, ou alors définitive, c'est la commise. En revanche, si c'est le seigneur, alors le vassal peut mettre en œuvre la procédure de désaveu. La procédure de désaveu permet au vassal de saisir le seigneur de son seigneur. Dans ce cas-là, si le seigneur est condamné, alors le vassal qui avait porté l'accusation devient le vassal du seigneur de son seigneur. Grand B, la généralisation des rapports féodaux. La concession du fief va devenir la condition première de l'engagement du vassal. Désormais on devient vassal dans le but d'obtenir un fief. Ainsi, de nombreux problèmes apparaissent. Premièrement, l'hérédité du fief. Jusqu'à présent, le fief était viager, c'est-à-dire qu'il était confié au vassal pour la durée de sa vie. Or ce fief devient héréditaire, et le vassal peut désormais le transmettre à son fils aîné. Mais il existe deux dispositions pour ménager le seigneur. Tout d'abord, le fils du vassal doit lui aussi prêter serment de fidélité au seigneur, et celui-ci reçoit de la part de l'héritier un droit de mutation, c'est-à-dire une somme d'argent. Deuxièmement, l'aliénation du fief. Le vassal va finir par pouvoir vendre son fief à une tierce personne. Là encore, le seigneur est ménagé, puisqu'il existe deux dispositions. Premièrement, l'accord du seigneur est obligatoire, du moins au début,
Puis, le nouvel acheteur doit lui aussi prêter serment au seigneur. Néanmoins, à partir du XIIe siècle, le contrat va finir par contenter les deux parties. Pour le seigneur, il peut se constituer une puissance militaire qui prouve sa puissance politique. Pour le vassal, cela lui permet de faire rentrer des terres dans son patrimoine et d'augmenter ainsi ses revenus. Les vassaux vont se mettre à multiplier les contrats pour obtenir plusieurs fiefs. Cette pratique introduit une véritable anarchie féodale. En conséquence, une hiérarchie se met donc en place. Cette anarchie est renforcée par une règle juridique qui dispose que le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal. Cette règle signifie qu'il n'y a donc aucun lien juridique entre un seigneur et le vassal de son vassal. Pour faire face à la multiplication vassalique, on va essayer d'ordonner ces contrats par deux méthodes. La réserve de fidélité, qui subordonne un engagement vassalique à un autre engagement considéré comme plus important, et l'hommage-lige, qui consiste à assurer la priorité des services nobles à l'un seul des seigneurs quand on a plusieurs contrats vassaliques. La fidélité que l'on va prêter aux seigneurs bénéficiaires de l'hommage-lige sera toujours prioritaire sur les autres contrats vassaliques. Conclusion. En conclusion, on s'aperçoit que le pouvoir public autrefois régi par l'État se dilate peu à peu dans les mains des seigneurs locaux qui mettent en place de nombreux systèmes juridiques pour assurer leur puissance. Néanmoins, l'autorité royale, elle, est toujours existante. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à plus tard sur la chaîne. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et si vous voulez plus d'informations sur les images utilisées, tous les liens sont dans la description.